Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'Art du Mentaliste. Je suis, comme chaque semaine, avec Taha Mansour. Salut Alexis, comment ça va? Ça va super et toi? Ouais, très bien. On parle de quoi cette semaine? Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui va vous être utile parce que ça va beaucoup vous servir dans la vie. Ok. En réalité, tout ce que je vais raconter là va avoir un impact hyper concret sur votre vie parce que ça va être très pratique. Ok. Ok. Et là, tu viens de me dire ok sur deux phrases qui n'ont pas beaucoup de sens. C'est assez général quoi. C'est assez général. Ouais. Mais en réalité, il y a un mot-clé dans ces deux phrases-là Ah. qui était le mot parce que. Aujourd'hui, on va parler d'un des motivateurs les plus puissants que l'on retrouve dans la recherche, que ce soit pour soi-même ou pour les autres, c'est la notion d'importance. Ok. Et donc, si je reviens sur la notion du parce que, la toute première phrase que je t'ai dit, que j'ai dit, vous pourrez la réécouter si vous voulez. Je vous ai dit, aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui va être très utile parce que ça va beaucoup vous servir dans la vie. Ce que j'ai dit avant le parce que, le après, disent exactement Ouais. la même chose. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant avec ce mot parce que, on a réalisé que la notion d'importance est quelque chose qu'on cherche régulièrement dans la vie. Quand on y pense, quand vous discutez avec quelqu'un autour de vous, quand vous êtes en échange ou en débat, souvent le mot important vient. C'est important que tu fasses ça. C'est important pour moi que tu arrêtes de. L'important ici, c'est. Ce mot revient énormément. Et en fait, ce mot est assez lourd et très porteur de signification, mais on y accorde peu d'importance, qui est assez ironique. C'est vrai que c'est quand même assez grave quand on dit c'est important. Là on se dit waouh, ok. Voilà, on s'est Ouais. dit, ok, je vais le faire. Ouais. Et d'ailleurs, étrangement, on regarde, ce qui est assez drôle, c'est que ce mot-là est un des seuls mots qui a autant d'importance dans énormément de cultures internationales. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mots qui changent de sens et de manière d'être perçus dans le monde, sauf le mot important. Important, importance, qui porte quelque chose. Mm. Euh, Pourquoi cette notion-là d'importance? Eh ben, cette notion-là d'importance est beaucoup reliée quand on essaye de voir qu'est-ce qui est important pour les gens. C'est la notion des conséquences potentielles. Toutes les différentes études qui ont été faites là-dessus montrent que on considère quelque chose est important par rapport aux conséquences, aux enjeux qu'il porte. C'est-à-dire à quel point il va avoir des dégâts positifs ou négatifs Mm. sur moi. Et donc, tout ça, on le cale dans le important. Quand tu dis à quelqu'un c'est important que tu fasses ça, Oui, ça veut dire pour éviter des conséquences négatives c'est ou ça. pour permettre des conséquences positives. Et surtout qu'il n'y a pas d'autre moyen Mm. d'aller là-dedans. Si vous regardez, si vous vous rappelez, ce mot important, on l'avait déjà utilisé dans un des anciens épisodes, dans la notion de la matrice d'Eisenhower. La matrice d'organisation sur important et C'est urgent. un vieil épisode celui-là. C'est un vieil épisode, absolument. Mais où on vous avait dit, classer les choses qui sont importantes comme étant les choses qui ont plus ou moins d'enjeux pour vous. Mais on va étudier aujourd'hui la notion d'importance comme un levier motivationnel. Et si je reviens sur la notion du parce que, je vais vous ramener à une étude qui a été faite où, dans une université, ils ont pris plusieurs étudiants qui faisaient la queue pour faire des copies. Et il faut comprendre que c'est souvent très important et c'est très long et fastidieux de faire des copies à la machine à copier, donc il y a toujours une queue. Oui, des photocopies donc. Des photocopies, Mm. exactement, des photocopies à la photocopieuse. Comme il y en avait peu, il y a les gens qui font la queue. Et ils se sont intéressés à qu'est-ce qui poussait les gens à laisser leur place dans cette queue. Donc il y a eu plusieurs personnes qui passaient. Là on est sur de la pure manipulation. Pure manipulation. Mais ça raconte quand même quelque chose de très fort sur l'humain. Il y a eu 3 groupes. Dans le premier groupe, les participants et participantes qui ont fait cette expérience-là allaient juste aux gens dans la file et leur disaient « Excusez-moi, Peut-être juste avant, posez-vous la question de qu'est-ce qui pourrait faire que si vous êtes dans une file, ouais, imaginez vous êtes devant la file, donc c'est bientôt à votre tour, et il y a une personne qui vient vous voir, qui vous demande si elle peut vous passer devant. Demandez-vous si vous la laisseriez passer, et qu'est-ce qui pourrait influencer le fait que vous acceptez ou non, Ouais. parce que vous allez peut-être être surprise de ce que tu va vous dire. de ce que je veux dire, ouais. Qu'est-ce qui fait que vous laisserez passer naturellement quelqu'un ?» Ce qui a été fait là, c'est que dans la première expérience, ils ont testé sur 3 groupes. Le premier groupe, ils ont juste dit à des gens « Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me laisser passer parce que est-ce que juste vous pouvez me laisser passer faire des photocopies ?» Dans le deuxième groupe, ils ont donné une raison, une explication qui était réelle.
Donc, par exemple, c'était excusez-moi, est-ce que vous me laissez passer devant vous parce que j'ai une réunion urgente dans 10 minutes et il faut que j'ai ces photocopies. Troisième groupe, c'était juste utiliser le mot parce que et ajouter un élément juste après le parce que Ouais. qui n'a pas vraiment de sens. Comme est-ce que je peux passer parce que je dois faire des photocopies? Exactement. Et c'est ça la phrase qu'ils ont dit. C'est est-ce que je peux passer parce que je dois faire des photocopies. Une autre étude a été faite très similaire et qui ont eu les mêmes résultats dans le métro, où ils ont vu quelles sont les raisons qui peuvent pousser quelqu'un à vous laisser sa place dans le métro. Et la phrase qui a été utilisée, c'est est-ce que je peux m'asseoir à votre place parce que j'ai envie de m'asseoir. Qui est très drôle comme phrase, en vrai. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a réalisé que certes, le groupe où il y avait le plus de laissés-passer, c'était le deuxième, où il y avait la vraie raison, mais il était quasi identique en termes de laisser-passer que le groupe où il utilisait juste le mot parce que sans aucune raison. Comme si le fait d'utiliser le mot parce que laissait sous-entendre une importance derrière et que donc ce n'est pas la raison objective qui donne l'importance à la raison, mais la perception d'importance ou l'illusion d'importance. Et donc avec le parce que, on manipule la perception d'importance de l'interlocuteur ou l'interlocutrice. Et finalement, alors c'est pas exactement peu importe la raison, puisque c'est encore mieux quand C'est il y a ça. une vraie raison. Ouais. Mais on réalise que c'était vraiment à 2 ou 3%. Ah oui, d'accord. Comparé à une évolution de x4, x5 Oui, oui, bien sûr. par rapport à celui où Ok. rien du tout. Si on pousse ça un peu plus loin, un économiste, Félix Obelzer-Guy, qui est enseignant à la Harvard Business School. S'il nous écoute, pardon pour l'écorchage de son Ouais, nom. désolé, on fait de notre mieux. Épelle-le, Tara, si des personnes veulent faire ta recherche. O-B-E-R, de toute façon, tout sera dans Dans la description, bien sûr. mais O-B-E-R-H-O-L-Z-E-R-G-E-E. Voilà, au moins j'aurais 28 points respecté. au Scrabble. Yes. Vous pourrez le citer. Lui s'intéressait aussi, d'un point de vue économique, sur le lien entre l'argent et la motivation. Ce qu'il avait fait comme postulat dans une des études qu'il avait faites, c'était si je veux couper la queue dans une file, eh ben, plus je donne de l'argent à des gens, plus ils vont me laisser passer. Ça paraît logique. Et Oui. peut-être que certains d'entre vous qui ont fait ce raisonnement-là, vous vous êtes dit, ah bah ouais, peut-être que si la personne donne de l'argent, je vais la laisser passer. Et effectivement, il a fait l'expérience et il a réalisé que plus il donnait de l'argent aux gens, ou plus il proposait de donner de l'argent, plus les gens acceptaient. À 50% quand il proposait de donner juste $1, ça montait à 65% quand il proposait $3, et ça montait jusqu'à 75-76% des gens qui le laissaient passer quand il arrivait jusqu'à 5-6$. On a les infos sur le temps de fil ou pas? Parce que $1, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, je ne me rappelle plus exactement le temps, mais je crois que ça devait être une dizaine, quinzaine de minutes. D'accord. Cet ordre de grandeur, c'est pas des fils de plusieurs heures, Oui, oui. en tout cas. Oui, parce que là, j'imagine que pour $1, peut-être que si toi, tu t'es levé à 6h du matin pour... Oui, non. C'était des fils qui duraient 15-20 minutes à peu D'accord, près. ouais. Des choses, encore une fois aussi, qui sont pas reliées à un enjeu ou de l'importance forte. Oui, oui. C'est pas une file à l'URSSAF Ouais. ou une file à l'urgence, c'est quelque chose pour... Mm. comme faire les photocopies, par exemple. Lui, c'était pas les photocopies qu'il avait utilisées, mais vous pourrez revoir l'étude qui sera en dessous. Mais là où c'est drôle, vous pouvez vous dire, bah ouais, il leur donnait plus d'argent, bah il passait plus. Et peut-être que vous auriez eu une barrière. Et effectivement, on réalise que souvent, quand on demande aux gens à partir de combien d'argent vous serez prêt à, dans la majorité du temps, sauf si c'est très 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 fort émotionnellement parlant, eh ben il y a un moment de bascule. Il y a un moment de, en fait, là j'accepte parce que en fait l'argent contrebalance. Mais là où c'est drôle, c'est que dans son expérience à lui, après qu'il soit passé devant les gens, une fois qu'il soit passé, qu'il ait fait ces trucs et qu'il soit revenu aux gens qui étaient dans la queue pour les payer, personne n'a accepté l'argent. Personne n'a accepté l'argent. Donc, c'est très étrange parce qu'on se dit, ils l'ont laissé passer pour recevoir l'argent et ils n'ont pas reçu l'argent. Et beaucoup d'expériences très similaires dans les années 70-80 ont été faites, ont poussé des économistes à croire à la motivation intrinsèque de l'argent et l'importance de l'argent derrière. Oui, mais si les gens n'acceptent pas l'argent, alors que c'était ça leur seule motivation, c'est qu'il y avait autre chose derrière. Bah tiens, à ton avis, s'ils n'ont pas accepté l'argent, qu'est-ce qui a fait qu'en réalité, ils l'ont quand même laissé passer? Et pourquoi ils le laissaient passer plus, sachant qu'il y avait plus d'argent? Plus d'argent égale plus de laisser passer. Ce qui est assez étrange, hein, quand même, parce qu'on se dit, ils n'ont pas accepté l'argent. Aucun. Dans son étude, aucun n'a accepté l'argent a posteriori. Moi, je réfléchis en termes de système de valeurs. Comment, quand on te propose de l'argent, ça va
il va y avoir une priorité sur certaines valeurs en rapport avec l'argent, pouvoir, etc., ressources, etc. Mais parce que si on te la donne direct, peut-être que là, ils auraient accepté. Et on a aussi cette étude ou pas? C'est une bonne question. Parce que tu Il vois, faudrait en fait, ils ont regarder. le temps de réfléchir entre le moment où tu fais ton truc et tu reviens après. Donc, ils ont le temps d'ensuite avoir leur système de valeurs qui se rééquilibre et qui bouge à nouveau. Et puis, au moment où la personne vient leur donner de l'argent, bon, bah, en fait, la personne est déjà passée, l'attente est déjà terminée. Je veux dire, le moment qu'ils auraient gagné s'ils n'avaient pas laissé passer, il est passé, en fait, puisque la personne a fait son truc. Alors effectivement, il y a un temps, mais il y a eu une autre expérience aussi où l'argent était donné immédiatement. Ah C'est-à-dire oui, qu'il leur d'accord. proposait, quand il leur disait passer, il leur disait tenez, il le faisait non. Ah ouais, d'accord, ok. Et donc là, c'est Intéressant. très Ouais, intéressant ouais. aussi. Et en fait, la deuxième analyse, et c'est ça les résultats sur lesquels il a beaucoup travaillé, c'est que quand je te dis je suis prêt à donner 5 dollars pour passer devant toi, tu te dis ma raison est plus importante que la tienne. Sinon, j'aurais pas fait ce sacrifice d'argent. Et que donc derrière la somme d'argent, il y a une perception d'importance cachée pour l'autre. Et qu'en réalité, la motivation qui poussait les gens à le laisser passer à ce moment-là, alors qu'il leur disait tenez, prenez, et il lui faisait non, ce n'était pas l'argent ou la récompense, mais ça doit être important. Tout ça est inconscient. Hein. Mais Hmm. c'est quand il leur disait je suis prêt à vous donner 1 dollar ou je suis prêt à vous donner 5 Ah, dollars. en fait, ils évaluent à quel point c'est important pour eux par rapport à quel point c'est important pour la personne qui propose Exactement. l'argent. S'il y a D'accord. quelqu'un, et vous pouvez imaginer cet exercice-là, s'il y Hmm. a quelqu'un là qui vient et vous êtes en train de faire la queue à la caisse et qui vous fait s'il vous plaît, je sais pas ce que j'ai sur moi, mais je vous donne, j'ai que 10 euros sur moi, mais je vous donne Ah tout ce oui, que j'ai sur moi, d'accord. juste laissez-moi passer devant, bah vous vous dites il y a une importance Hmm. derrière. Mais alors, du coup, il faudrait faire l'étude. Tu sais, en ce moment, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de vidéos où des gens donnent de l'argent, beaucoup popularisées par MrBeast. Ouais, Peut-être que si on est dans un contexte de jeu, ouais, je te donne de l'argent, tu sais, un contexte où on est en train de s'amuser, oui, peut-être que là, il n'y aurait pas la même notion d'importance et que les personnes accepteraient l'argent. oui, parce que du Ouais. coup, ce n'est pas le même, le cadre, il était déjà sur l'argent au Oui, préalable, oui, alors que là, l'attente n'était pas la même. oui. Et effectivement, mais ce que ça raconte, en fait, ça et la notion du pourquoi, du parce que, c'est que la notion d'importance est un motivateur Mhm. hyper fort. Vous gérez en ce qui est important. Le mot important est lourd. Et d'ailleurs, je vais vous parler d'autre chose. On parle de lourdeur de tâche. On parle de quelque chose qui est lourd. Et une étude qui a été faite, hyper intéressante, pareil, toutes les études dont je vous parle seront dans la description si ça vous intéresse d'aller plus loin, ont essayé de voir le lien entre la lourdeur physique des objets et l'importance qu'on leur attribue. Ah, c'est vrai que c'est connu dans le luxe, ça, avec certains objets qui vont être lourds et on va se dire, oh, c'est un objet de plus grande qualité, de plus Les grande montres, valeur. par exemple. Eh oui. Les montres sont énormément travaillées en Mhm. termes de poids. Et il y a eu une expérience où ils ont demandé à plusieurs participants de répondre à des questions sur la société, sur la politique et de donner leur avis sur certaines choses. Et après, on leur a dit sur une échelle de 1 à 10 sur une échelle de 1 à 7 pardon, à quel point ils considéraient que ce qu'ils avaient fait était important, à quel point ils considéraient que cette thématique-là était importante, à quel point ça allait avoir un impact sur la société. Et c'est juste qu'en fonction des participants, pour certains, on leur avait donné un calepin plus léger, et pour d'autres, c'était un calepin renforcé par du plomb. Et du coup, ça veut dire qu'il était beaucoup plus lourd Oui, dans oui. la main. Ok. Malgré les mêmes questions, le même profil des gens, les personnes qui ont reçu le calepin plus lourd en moyenne disaient que les questions qu'on leur posait avaient plus d'impact sur la société que ceux qui avaient un calepin plus léger. Mhm. Donc oui, et il y a eu d'autres expériences qui ont confirmé ce truc-là. Il y a un lien physique entre la lourdeur physique des choses et la lourdeur d'une tâche ou la lourdeur d'une responsabilité. Comme quoi, la notion d'importance, on la retrouve beaucoup. L'hypothèse qui est donnée par ces chercheurs-là qui ont bossé sur cette étude, c'est que on considère l'importance, rappelez-vous, comme une notion d'impact. À quel point ça peut impacter ma vie. Quelque chose de lourd, quelque chose de pointu et lourd va avoir des dégâts plus forts que quelque chose de léger. Littéralement. Oui. On ne casse pas une maison avec une plume. On casse une maison avec un gros truc qui pèse des tonnes. Donc, donc, en fait, ça paraît bête dit comme ça, mais en réalité, cette association-là, elle est très forte. Et donc, pourquoi je vous raconte tout ça? Eh bien, parce que très souvent, on oublie cette notion d'importance-là dans nos négos, dans nos stratégies d'influence. Très souvent, quand on essaye de réfléchir avec quelqu'un, on parle de rationalité, mais ça, on avait déjà vu dans les épisodes d'avant que c'est pas souvent ce qui va diriger.
On a parlé de cadre de pensée aussi, mais un élément que je vais rajouter au cadre, c'est la notion d'importance. Si vous sentez que quelqu'un agit corps et âme dans une direction, c'est que cette tâche est importante pour lui. Et si vous essayez d'expliciter et d'expliquer chacun des éléments séparés, vous enlevez un élément qui était au cœur de tout ce qu'il faisait. Donc, comment vous pouvez le déterminer? Voyez la lourdeur des tâches, voyez là où il met le plus d'efforts, voyez là où il met le plus d'argent, voyez là où ses actions, son effort sont alignés et se dirigent vers ça. Et un élément pour le sortir, et ça c'est une question très forte que je vous conseille d'utiliser, que j'utilise beaucoup moi avec mes clients, et que je vous donne vraiment en conseil marketing, c'est la question de qu'est-ce qui est important pour vous. Et je la pose direct. À chaque fois que je vais avoir un échange avec un potentiel client, après que je le questionne sur ses besoins, etc., je termine toujours avec 3 questions. Et c'est toujours les mêmes. Et c'est des questions qui m'ont servi énormément. Qui fait qu'aujourd'hui, quand un client me contacte, je suis à peu près 95-97% de retournement, dans le sens où à partir du moment où le prospect a marché, où j'ai déjà eu le premier échange, le basculement vers la vente est quasi immédiat. Mais c'est ces 3 questions-là qui me donnent ces infos. La première, c'est pourquoi vous bossez avec moi? Pourquoi vous m'avez choisi? Vraiment, qu'est-ce qui fait que vous m'avez pris? Et en fait, je mets complètement mon ego de côté. Si ils ont fait appel à moi, si ils sont intéressés par mon appel, c'est qu'ils voient de l'intérêt. Et donc, qu'est-ce qui vous intéresse? Deuxième question, qu'est-ce qui est important pour vous dans cet événement? Qu'est-ce qui est important pour vous dans cette formation? Qu'est-ce qui est important pour vous dans ce spectacle? Ça te permet de mieux délivrer du coup l'attente. Exactement. Et surtout, ça me permet de faire sortir des choses que eux n'osent pas naturellement dire. Ouais. Parce qu'on ne parle pas des choses importantes. Si je te dis, voilà, il y aura combien de gens, supposons que je vends, je sais pas moi, une formation dans une entreprise. Et donc, eux, ils vont me parler du contexte, je vais peut-être leur parler de leurs problématiques, de leurs besoins, de machin. Et en fait, à la fin, une fois que j'ai fait les trucs classiques, qui sont hyper utiles, j'ai terminé avec qu'est-ce qui est important pour vous. Et il y a vraiment un moment de réflexion, de silence qui se crée, et ils me font, en fait, ce qui est important pour moi, c'est que les gens ressortent en 3 petits pains. Ça c'est intéressant parce que sans doute que c'était présent en filigrane de tout ce qu'ils ont déjà répondu, mais ils l'ont pas dit de manière explicite, de manière évidente. Et le fait d'avoir l'info, ça transforme littéralement la prestation que tu vas délivrer derrière. Exactement. Moi, ça me permet de réaligner tout dans cette direction-là. Et en plus, pour eux, ça permet de réaligner les différentes choses qu'on a vues dans une seule et même direction. Donc tous les deux, on est alignés sur ce qui est important. Et en plus, c'est pas une question qui est gênante. Au contraire, si tu dis à quelqu'un qu'est-ce qui est important pour toi, la personne va te dire ce qui est important pour elle. Oui, puis en plus, ça montre que tu considères vraiment, ton prospect, quoi. Absolument. Et donc cette question-là, je vous encourage vraiment de la faire à chaque fois que vous êtes en conflit, vous êtes en débat avec quelqu'un et vous ne comprenez pas ses enjeux. Posez-lui la question, qu'est-ce qui est important pour toi? Et la phrase qu'il va vous donner, je vous assure qu'elle sera lourde de sens et très porteuse de sens. Elle va vous donner beaucoup, beaucoup d'infos qui vont vous être utiles pour avancer ensemble avec cette personne, pour résoudre le conflit, pour avancer dans le débat. On peut se dire que assez souvent, en fait, quand il y a une incompréhension, on a l'impression que c'est évident pour nous qu'il faut prendre une certaine direction, mais qu'on n'arrive pas à convaincre une autre personne, c'est sans doute qu'en fait, elle met une importance à un autre endroit, et donc on a besoin de mettre en lumière ce truc-là pour pouvoir négocier. Exactement. Plutôt que, comme on fait classiquement, de se concentrer sur nos propres trucs à nous, d'essayer de convaincre l'autre que ce truc-là est plus important. Et c'est pas ça qui va marcher. La perception d'importance est interne. Mais par contre, si pour toi, ce qui est important à cet instant-là n'est pas résolu, tu vas sacrifier plein d'autres choses. Donc moi, il faut que je comprenne ce qui est important pour toi, pour, quitte à ce que je mette mes éléments reliés et que je les relie à tes croyances, tes systèmes de valeurs, de ce que tu parlais précédemment, pour rendre mes éléments plus importants. Et la troisième question, est-ce que vous mettez de la crème ou pas dans la carbonara? Là, comme ça, effectivement, on peut parler de bouffe. Et non, la troisième question. La troisième question, c'est une question qui est une technique qui me permet d'obtenir des infos et qui est une technique d'influence aussi. C'est qu'est-ce qui fera que vous serez content de cette prestation? Ok, ça rejoint un peu du coup. Ça rejoint ce qui est important, mais en fait, en leur faisant verbaliser
je serais content de cette prestation si. Ah, ça veut dire que Eux si tu posent un délivres ce contrat. truc-là, voilà, Voilà. ils peuvent qu'être contents. Exactement. Et en fait, on Putain, c'est- rejoue sur le principe de cohérence d'influence qui a été beaucoup développé par Cialdini, hein. Qui est la notion de la personne, quand elle s'engage dans quelque chose, c'est beaucoup plus difficile de se relâcher. Et donc, quand je lui dis, globalement, qu'est-ce qui fera que tu seras contente, quand elle me dit, moi, je serais contente si, 3 petits points, et moi, je lui fais, donc, si je comprends bien, toi, tu seras contente si, 3 petits points, elle me fait oui, exactement, c'est parfait. Ouais, ok. Et en fait, du coup, ça permet parce qu'il y a forcément des choses qui vont pas se passer comme prévu, c'est sûr et certain. Mais moi, ça me permet de me canaliser sur ça. Les importants et les intéressants, ça me permet de mettre en valeur ce qu'ils ont voulu chercher en moi. Le important, ça me permet de canaliser vraiment mes efforts sur la ligne qui est la plus importante pour eux, pour vraiment leur être le plus utile. Et c'est vraiment ça l'idée. Et c'est pas juste de la manipulation, c'est vraiment comment je peux leur être le plus utile possible pendant cette formation-là ou pendant ce spectacle. Et à la fin, le contrat clair qui est posé, qui est verbalisé par eux. C'est une technique que j'utilise même beaucoup en mentalisme, mais à partir du moment où la personne verbalise un contrat, elle va rester collée à ça. Dans la thérapie brève, c'est l'équivalent de la question concrètement à quoi vous verrez que vous avez changé, que vous avez atteint votre objectif. Parce que du coup, une fois que la personne a atteint ce truc-là, par exemple, si la personne dit c'est quand je fume 0 cigarette alors que j'en fumais 10, 20 par jour, quand elle en fume 0, elle va considérer qu'elle a atteint son objectif. Ouais, complètement. Et du coup, à ce moment-là, toi, tu lui fais verbaliser une espèce de projection dans le futur où elle pourra se comparer. Alors que si elle ne se projette pas, elle n'aura pas de moyen de comparaison, elle ne saura pas si c'est bien ou c'est mal. Surtout qu'en plus, pour le coup, avec le changement, sur les changements assez profonds, il peut y avoir un truc de... en fait, la personne, à chaque fois qu'elle va changer, elle va trouver normal d'être différente, puisque ce sera son nouveau elle. Donc du coup, elle peut ne pas vraiment voir qu'elle s'est transformée. Il faut forcément qu'elle ait un élément auquel se raccrocher, parce que sinon, elle va changer, et à chaque fois, ce sera tellement évident qu'elle va presque oublier qu'elle avait sa problématique. Elle va plus vraiment considérer son elle qui a la problématique, tellement c'est devenu normal de ne pas l'avoir. Oui, c'est vrai. Et du coup, elle va se changer, c'est trop bien. Du coup, cette notion-là d'importance, justement, on la retrouve beaucoup. Donc moi, je vous encourage vraiment à essayer de rechercher l'importance Très chez les gens. intéressant. Sachez aussi que du coup, des éléments lourds sont aussi reliés comme étant importants. Donc, Super. voilà. Et est-ce qu'on a un tips alors pour cette Absolument. semaine? Cette notion-là vraiment d'importance, j'insiste beaucoup là-dessus parce que je trouve que c'est quelque chose qui est peu considéré. Vraiment, le mot lui-même, il est d'une lourdeur et il peut avoir beaucoup d'impact. Pour le coup, tu as déjà donné un truc ultra concret. C'est vrai que quand même poser la question qu'est-ce qui est important pour vous là-dedans, c'est quand même une question qui est géniale. Ça va vraiment donner énormément d'informations qui ne sont pas données explicitement et qui sont pourtant présentes dans les informations que les personnes donnent. Donc rien que poser cette question dans plein de situations, tu vois, moi, un truc tout bête, j'ai un ami qui arrive tout le temps en retard. Ouais. Je suis persuadé, il arrive tout le temps en retard et il sait que pour moi, c'est important que quand on se donne un rendez-vous à une certaine heure, je parle pas de toi, je vois que tu me regardes comme ça. Non mais parce que je suis arrivé en retard aujourd'hui, donc du coup je me dis waouh. Okay. C'est indirect. Non mais vas-y, balance-moi sur la gueule. C'est des suggestions indirectes. J'ai un ami vraiment parce que vous le voyez pas, mais il me regarde droit dans les yeux. Non, pour le coup, je pensais à une autre personne. Mais je suis persuadé que si je lui demande qu'est-ce qui est important pour toi par rapport à ce rendez-vous qu'on a, je suis sûr que en fait, ça va pas lui venir à l'idée de le fait qu'on arrive à l'heure, qu'il va pas y avoir l'idée de contrat comme moi je peux avoir pour cette personne. Et je pense que en fait, si je l'entends le verbaliser, ça va complètement enlever une espèce de pression à arriver à l'heure parce que en fait, c'est pas important pour lui quoi. Et après tout, l'important c'est l'échange qu'on va avoir, c'est pas vraiment est-ce qu'on est vraiment arrivé à l'heure pile. Donc je suis persuadé que et je lui poserai la question. Complètement. Et surtout pour aller plus loin, si on fait un parallèle avec un autre épisode précédent sur la réciprocité, tu peux utiliser ça à ton avantage. Oui. C'est-à-dire que si effectivement le fait d'arriver à l'heure, c'est important pour toi pour x, y raison, le fait de l'avoir commencé en lui posant la question de qu'est-ce qui est important pour toi et il s'est livré, juste après tu peux lui faire moi c'est important pour moi parce que, et tu utilises le mot parce que aussi, et tu lui donnes des raisons. Et pour le coup, plus les raisons sont valables, plus ça renforce aussi la notion d'importance. Mais juste cette clé de ce qui est important pour moi, c'est parce que cette phrase déjà est magique.
Et elle est très... Bon, après, si vous voulez manipuler des gens d'une manière malveillante, c'est votre responsabilité. Moi, je vous donne les choses qui Mm. font qu'ils ont de l'impact sur les gens. Mm. Mais super, du coup, tu pourras tester et tu nous diras dans les épisodes à suivre Avec une fois plaisir. que tu auras... Et notre tips alors? Notre tips, c'est utiliser cette notion-là d'importance sur nous. Il y a une technique en coaching qui est beaucoup utilisée et que je vais vous apprendre là, c'est la notion des 5 pourquoi. La stratégie des 5 pourquoi, c'est une stratégie qui permet à soi-même ou face à quelqu'un d'autre de remonter ses valeurs. Donc, par exemple, vous prenez quelque chose que vous aimez ou que vous n'aimez pas. Ben, on va la faire avec toi, Alexis. Toi, donne-moi un truc que tu apprécies. N'importe quoi? Ouais, donne-moi un truc que tu apprécies dans la vie. Ça peut être vraiment n'importe quoi. La progression. La progression. Ok. Et là, je vais te poser une question. Pourquoi tu apprécies la progression? Hmm, Parce que c'est stimulant. C'est stimulant. Pourquoi c'est important que tu sois stimulé? Ça me fait me sentir vivant. Pourquoi c'est important que tu te sentes vivant? Parce que ça me rend heureux, ça me met en joie. Mais j'ai encore envie de te répondre, ça me fait me sentir en vie, quoi. Ok, très Ouais. bien. Donc là, on rentre dans une boucle. Ouais. Là, ça veut dire qu'on a atteint la fin de cette recherche-là. En général, vous allez poser entre 3 et 6 questions du type pourquoi. Et comme là, toi, tu as eu Alexis, vous allez avoir un moment de blocage. De pourquoi ça... Oui, tu fais pour me sentir en vie, quoi, je sais pas. Ouais, ouais. Là, vous savez que vous avez atteint un truc très profond. Moi, c'est une technique qui m'a beaucoup aidé dans les moments où j'arrivais pas à atteindre mes objectifs, où j'étais un peu en dépression en deuxième année en école d'ingé parce que il y avait des choses que je pensais j'allais apprécier, j'ai pas apprécié du tout. Il y a des choses que je pensais que j'allais pas du tout apprécier, j'ai adoré et j'ai vraiment eu un chamboulement violent. Une dissonance cognitive très très forte sur qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce que je voulais pas faire. J'avais la pression de mes parents, les enjeux, etc. Sur est-ce que je voulais continuer dans le spectacle, et vraiment ça tournait beaucoup. Donc je m'étais isolé plusieurs jours dans ma chambre et ça allait vraiment mal. Et en fait, j'ai pris toutes les choses que j'appréciais et j'ai fait une espèce d'arborescence. Et la question des 5 pourquoi, c'est à chaque fois, vous prenez chacun des éléments et le mot-clé, c'est important. Vous prenez chacun des éléments, pourquoi j'aime ça, parce que nanana, et vous prenez chacun des éléments à l'intérieur et vous dites pourquoi c'est important pour moi ça. Parce que, nanana, pourquoi ça, parce que. Et ça vous fait un arbre où vous descendez dans les différentes branches. Une fois que vous avez ça, vous touchez du doigt les raisons profondes qui font que vous aimez ou vous n'aimez pas quelque chose. Et donc j'ai fait ça avec toutes les choses que j'aimais et toutes les choses que je n'aimais pas. Et en fait, j'ai réalisé que des choses qui me paraissaient très contradictoires, c'est-à-dire pourquoi j'adorais les maths quand j'étais en prépa et j'ai commencé à moins les aimer quand j'étais à Centrale, j'ai commencé à adorer le spectacle vivant, le mentalisme, j'ai beaucoup aimé le management alors que j'avais l'impression que j'allais pas aimer, j'ai détesté la robotique et la mécanique alors que j'y allais vraiment pour ça. Et en fait, en mettant ça, j'ai réalisé pour moi que j'aimais les mathématiques pour la même raison que j'aimais la musique. Ce qui est ouf, en fait, vraiment, de réaliser ça. J'ai réalisé que ce que j'aimais dans les mathématiques, c'est pour moi, hein, c'est pas universel, ça, bien évidemment, mais c'était la recherche de la beauté Mm. et la recherche non-stop de la perfection, mais juste pour la perfection. Et effectivement, je me rappelle, les mathématiques que j'aime le plus, c'est les mathématiques abstraites. C'est pas les mathématiques appliquées. À partir du moment où on les applique, j'aime moins ça. Parce que moi, ce que je cherchais là-dedans, c'était, en fait, chercher la méthode la plus belle. Et on passait des heures avec des potes en prépa à vraiment, genre, on avait une question, on la prouvait, on obtenait notre réponse, mais on se disait, tu sais quoi, on va pas la faire comme ça parce que c'est pas beau. Et il y avait des moments, même en examen, je me retrouvais à barrer un truc, sachant que j'avais répondu juste à la question, juste pour trouver la meilleure et la plus belle démonstration. Et cette recherche de beauté-là, bah, je la retrouve dans la musique. Il y a de la technicité, donc il y a des méthodes pour avancer là-dedans. Et après, il y a une recherche d'esthétisme final qui raconte quelque chose. Il y a une émotion. Donc, en fait, cette réalisation-là, bon, chacun des deux avait aussi d'autres besoins, hein. Les maths, ça expliquait le monde, la musique, il y avait un côté émotionnel. Mais il y avait quand même un gros recouvrement qui, pour moi, n'était pas visible. Ces recouvrements-là m'ont fait réaliser des choses en moi, ils m'ont aligné, en fait, m'ont enlevé justement cette dissonance cognitive. Ils ont réaligné en moi les choses qui me paraissaient étranges. Mm. Pareil, les choses que je n'appréciais pas, c'était, j'ai compris pourquoi je les appréciais pas et j'ai réalisé comment du coup recompenser tout ça, retrouver du sens profond dans toutes mes actions. Donc, dans les moments un peu de confusion où on est un peu perdu dans ce qu'on fait,
remonter depuis ce qu'on fait vers pourquoi c'est important, quelles sont nos valeurs qui sous-tendent nos actions, Exactement. pour pouvoir s'en servir comme des guides. C'est ça. Donc, utilisez la méthode des 5 pourquoi et surtout, utilisez le mot important là-dedans. Vous arrivez à analyser et canaliser toutes vos actions autour d'un élément, d'une seule et même direction importante. Vous allez réussir à plus prendre contrôle, dissoudre ces dissonances cognitives et mieux avancer dans votre vie. Eh ben merci Ta. Avec plaisir. On parle de quoi la semaine prochaine? La semaine prochaine, nous avons un autre invité. Quelqu'un que j'adore énormément, qui a un gros parcours, qui est que Forbes considère comme la nouvelle référence de la négociation en France, qui a monté une boîte en négociation, qui est doctorant en négociation et résolution de problèmes complexes. C'est Julien Pelabert. Eh bien, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.